Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour le webinaire sur la politique salariale. Donc, bonjour, je me présente Aurélie Dion-Gauthier. Donc, je travaille pour Sage Ressources humaines. Donc, on va être ensemble pour la prochaine heure. Donc, je voulais juste vous dire un petit bonjour pour que vous puissiez me voir avant de commencer. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Super. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience en tant que généraliste en ressources humaines dans les PME. Je travaille surtout là, sur l'optimisation, la rentabilité des organisations des PME en s'assurant d'innover sur les pratiques en ressources humaines. Je me spécialise aussi pour le développement du plein potentiel des individus et des entreprises, donc en passant par la formation, donc qu'est-ce qu'on fait ce matin, et le coaching des employés, des leaders et des dirigeants. Donc, ce matin, comment on va procéder? Donc, on a une petite présentation d'environ 45 minutes que je vais vous faire. Ensuite, il va y avoir les périodes de questions générales à la fin. Donc, on va se garder un 15 minutes là, pour ça. C'est sûr que j'ai mentionné des questions générales. Si vous avez des questions spécifiques, là, n'hésitez pas à nous appeler chez Sage Ressources humaines. Donc, soit Maxime Dubois, mon collègue, ou moi, qui va pouvoir répondre à vos questions là, plus personnelles, si je peux dire, par rapport aux politiques salariales. Vous avez le droit de faire des captures d'écran, donc n'hésitez pas là, s'il y a des éléments là, qui vous intéressent. Puis, la présentation va être ensuite disponible là, sur le YouTube de Sage RH. Donc, vous allez avoir accès là, à la présentation là, pour le prochain mois. Donc, pouvoir aller revoir ou écouter là, des portions là, qui vous ont plus accroché. Donc, aujourd'hui, notre objectif là, donc, sur la politique salariale, donc, c'est de comprendre le fonctionnement et la valeur ajoutée finalement d'une politique salariale efficace pour votre organisation. Puis, pour ce faire, on va visualiser finalement c'est quoi les étapes d'une politique salariale. Puis, on va voir aussi là, un exemple de politique salariale. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai un petit sondage pour vous. J'étais curieuse de savoir finalement si vous avez actuellement une politique salariale en place dans votre organisation. Donc, si vous pouvez répondre au sondage, donc c'est soit oui, non, ou vous avez actuellement là, une procédure ou vous êtes en train de regarder là, pour mettre ça en place dans votre organisation. Donc, je vous laisse répondre. Donc, jusqu'à maintenant, on a 30% des gens que c'est un oui, 35% des gens que c'est un non et 33% des gens que c'est en cours. Donc, on voit que c'est assez varié. Donc, comme on peut voir ici, ça a bougé un petit peu, là, donc on voit que c'est très, très séparé. Donc, pour ceux qui ont déjà une politique salariale, bien, vous allez pouvoir voir un petit peu, bon, est-ce que votre politique est complète? Est-ce que ça répond là, finalement aux attentes autant de l'interne, des parties prenantes que de vos employés? Ceux qui n'en ont pas, bien, vous allez avoir de l'information pour pouvoir finalement là, commencer votre processus. Puis ceux qui sont en cours, bien, vous allez pouvoir avoir des détails finalement sur les étapes à faire pour y arriver. Merci pour votre participation. Donc, ordre du jour de la rencontre, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on va commencer avec les définitions et les objectifs de la rémunération. Ensuite, je vais parler rapidement de l'équité salariale. L'équité salariale, on pourra en parler longuement. Donc, je vais juste vous aborder là, quelques points par rapport à ça. Peut-être qu'on pourra faire un autre webinaire là, par rapport à ça parce que c'est assez complexe. Ensuite, les différentes étapes d'élaboration d'une politique salariale. Donc, à travers quoi on doit passer là, pour avoir une politique complète. Ensuite, les stratégies d'une politique salariale. Donc, comment on fait là, pour partir là, notre projet. L'évaluation du marché, l'évaluation des postes à l'interne. Je vais vous montrer un exemple de structure salariale, puis un calendrier là, de la rémunération. Donc, comment on gère ça là, dans une année dans votre entreprise. Donc, le fameux salaire, on en parle toujours beaucoup.
Dans les entreprises, c'est sûr que c'est super important pour les employés, que ce soit en embauche, que ce soit pour axer aussi sur la rétention. Par contre, croire qu'une augmentation salariale ou excusez-moi, je vois pas tout à 100%. Donc, une augmentation salariale ou une prime va motiver finalement un salarié à long terme. C'est vraiment une erreur. Donc, les études, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Donc, c'est que l'effet d'une augmentation salariale sur la motivation ne dure que 2 à 3 semaines. Donc, c'est sûr que la politique salariale, c'est super important d'axer là-dessus dans votre entreprise. On va le voir un petit peu plus loin. Par contre, si vous faites ça parce que vous dites, ah, ben, je vais motiver mes gens ou c'est ça qui va les retenir sur du long terme, ben, détrompez-vous, c'est pas juste ça qui va faire que les gens vont rester. Cette citation-là vient d'un docteur en psychologie, Monsieur Segal, qui est français. Il y a aussi un Québécois, Jacques Forêt, qui travaille beaucoup là, sur la motivation au travail. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit lien là, pour aller lire un petit peu là, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui motive véritablement les gens, outre que le salaire? Souvent, là, on parle des motivations là, intrinsèques des gens. Donc, soit de faire une différence ou de s'épanouir dans le travail, tout ça. Donc, je vous laisse aller un petit peu plus loin là-dessus si ça vous intéresse. Donc, l'importance de faire une politique salariale. Donc, pourquoi on fait ça? Donc, c'est sûr que c'est de s'assurer de l'équité interne. On a parlé un petit peu de l'équité salariale, donc c'est sûr que ça, c'est un outil finalement pour s'assurer de l'équité interne. Donc, s'assurer qu'on donne un salaire juste pour nos gens, puis qu'il n'y a pas d'inéquité. Je vous dirais, avec les nouvelles générations, souvent les gens, vous allez voir ça, les jeunes sont très, très transparents, ils vont se partager leur salaire, tout ça. Donc, s'il y a des salaires qui sont inéquitables dans votre entreprise, je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte puis qui va se plaindre parce que de nos jours, les gens se parlent beaucoup de ça. Donc, oui, il faut le faire parce que les gens vont en parler, mais il faut le faire parce que en ressources humaines, en tant qu'employeur, il faut s'assurer d'être équitable là, pour tous nos employés. Puis il y a aussi donc le marché externe finalement des postes, donc s'assurer d'être compétitif. Ensuite, c'est sûr qu'il faut baliser, uniformiser et simplifier la gestion de la rémunération avec une structure salariale. Donc en fait, si vous n'avez rien dans votre entreprise par rapport à ça, bien, à toutes les années, la rémunération, ça va arriver, les gestionnaires vont être stressés, vous, il y a des employés qui vont venir vous voir, ils vont essayer de négocier avec vous. Donc, si vous avez une politique, ça va vraiment venir simplifier finalement votre processus d'augmentation. Donc, tout le monde va être plus à l'aise et heureux dans ce processus-là. Puis, c'est sûr que l'objectif, c'est de rétribuer les employés à leur juste valeur, donc en fonction là, de l'apport qu'ils ont dans votre entreprise. Donc, pour ce qui est de l'objectif de la... Oups, excusez-moi, on a passé trop vite. L'objectif de la rémunération. Donc, comme je viens de le mentionner, donc c'est sûr que c'est de reconnaître les accomplissements des employés en fonction du poste qu'ils occupent et de leur contribution envers l'organisation en leur offrant une rémunération juste, équitable et concurrentielle. Donc, c'est un petit résumé là, de qu'est-ce qu'on vient de mentionner. Ensuite, la rémunération, c'est quoi? Souvent, on parle d'un salaire. Donc, le salaire dans la rémunération globale, donc c'est notre salaire, notre rémunération directe. Donc, c'est la paye qu'on donne à notre employé en fonction du travail qu'il fait sur un intervalle régulier. Donc, que ce soit un salaire, une prime, des commissions. Ensuite, on a la rémunération indirecte. Ça, c'est tout ce que vous offrez là, à votre employé au niveau des avantages, donc tout ce qui est pécunier. Donc, que ce soit les avantages sociaux, comme les assurances collectives, les congés que vous offrez à vos employés, les régimes de retraite, les formations, si vous payez les activités sportives. Donc, ça, c'est vraiment la rémunération indirecte là, que vous offrez à vos gens. Ensuite, il ne faut pas l'oublier, tous les avantages non financiers, donc non pécuniers, qui peuvent être, qui font partie finalement de la rémunération globale, puis qu'on oublie souvent. Donc, que ce soit là, les possibilités d'avancement dans votre entreprise, la reconnaissance que vous avez, tous les cadeaux, quand on fait des gros parties de Noël, parties d'été, donc il ne faut pas l'oublier, ça a un coût pour l'entreprise. Ça fait partie de la reconnaissance, c'est très apprécié des employés.
mais ça fait quand même partie de votre rémunération globale. Donc, en tant qu'entreprise, c'est important de savoir, ben, qu'est-ce que ça nous coûte exactement notre rémunération globale pour nos employés dans l'année. Puis, c'est sûr que c'est important d'en parler aussi à nos employés. Donc, souvent, les employés vont dire, ah, ben moi, je vais avoir mon 50 000 cette année. OK, mais tu as 50 000 directement, mais avec ta rémunération indirecte, tous les avantages qu'on donne aussi à nos employés, donc que ce soit l'environnement, l'horaire de travail, l'horaire variable, l'horaire flexible, le télétravail, donc c'est plein de choses qu'on peut leur donner finalement qui sont des avantages là, à prendre en considération. Puis, c'est un excellent élément aussi là, pour axer sur l'attraction, la rétention de nos gens. Donc, de leur démontrer finalement le portrait global de leur rémunération. L'équité salariale, donc, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais je voulais quand même vous expliquer là, qu'est-ce que c'est parce que c'est très, très important. Donc, en fait, c'est d'attribuer à des emplois traditionnellement occupés par des femmes un salaire égal à celui d'emplois traditionnellement, j'ai de la difficulté avec ce mot-là, occupés par des hommes, même si ces emplois sont différents, pourvu qu'ils soient de même valeur ou de valeur comparable dans l'entreprise. Donc, finalement, le petit résumé de ça, c'est un salaire égal pour un travail équivalent. Donc, par exemple, dans une entreprise, vous avez une adjointe administrative qui travaille chez vous, puis vous avez là, un technicien là, qui travaille, là, technicien informatique, par exemple. Donc, ce serait de voir est-ce que ces deux postes-là, finalement, sont équivalents en fonction de la charge de travail, en fonction de la responsabilité, en fonction de l'imputabilité. Si oui, vous devez offrir un salaire équivalent pour ces deux postes-là. Donc, si on voit la prochaine présentation, donc ici, l'équité salariale, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Mais c'est sûr qu'on a des obligations légales. Donc, dès qu'on a 10 employés et plus, on doit faire l'exercice d'équité salariale et on doit faire le maintien aux 5 ans. Donc, si vous avez 10 employés et plus dans votre entreprise et que l'équité salariale, ça vous dit rien, ben c'est sûr qu'il faudrait regarder ça rapidement parce que c'est des obligations légales que vous devez faire avec le gouvernement. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est sûr, c'est pour vous informer de ça, mais c'est parce que c'est un outil de base aussi pour faire notre équité interne, donc dans l'entreprise, donc pour s'assurer qu'on offre des salaires équivalents, comme on a dit, là, à nos employés. Puis comment on fait pour évaluer ça? Ben, l'équité salariale, finalement, nous propose 4 catégories de critères. Puis ensuite, on a des sous-critères à évaluer. Donc, les 4 catégories, on a les qualifications requises. Donc, la scolarité, est-ce que notre poste, c'est un DEC, un bac qui est demandé? Est-ce qu'on a quelqu'un de junior, d'intermédiaire, senior? Donc, c'est un premier élément qu'on doit évaluer. Ensuite, la responsabilité. Donc, est-ce que notre personne, elle a des équipements à gérer? Est-ce qu'elle a des budgets comme un poste de direction finalement sous sa charge? Est-ce qu'elle a de la supervision de personnel? Est-ce qu'elle a de la coordination à faire? Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont faire que votre poste, finalement, va avoir un pointage plus élevé. Parce que ces éléments-là, on les évalue finalement avec des pointages pour être en mesure là, de bien évaluer nos emplois. Ensuite, effort intellectuel et physique. Donc, qu'est-ce que ça demande, ce poste-là, finalement, dans l'entreprise? Est-ce que c'est un poste qui est très, très régulier, qui est très, très récurrent, que c'est toujours la même chose, ou c'est quelque chose qui demande toujours là, une attention là, particulière, un haut niveau de concentration, beaucoup d'analyse? Est-ce que la personne se fait souvent déranger ou elle est toujours focus là, dans son travail? Maîtrise de soi, donc est-ce que ça demande là, des bonnes aptitudes côté interpersonnel ou finalement on travaille devant un ordinateur? Tous des éléments là, qu'on doit évaluer. Et ensuite, on a les conditions de travail. Donc, est-ce que notre milieu de travail, il y a beaucoup de bruit? Est-ce que c'est dangereux pour les gens? Est-ce qu'on a des personnes difficiles à gérer, un haut niveau de stress? Donc, c'est tous des éléments là, qu'on doit évaluer pour notre équité salariale, donc autant avec le gouvernement que pour faire notre politique salariale à l'interne. Donc, on est rendu à nos étapes d'élaboration.
Donc, vous avez un projet en cours. On a vu qu'il y a plus de la moitié des gens là, qui sont en processus pour ça. Donc, quand vous voulez mettre ça dans votre entreprise, la première étape, donc, ce serait de penser à votre stratégie de rémunération globale. Donc, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça pour nous dans notre entreprise? Ensuite, évaluation du marché. Ensuite, l'évaluation de nos postes à l'interne grâce à l'équité salariale, comme on a parlé. Ensuite, on a la mise en place d'une structure salariale. J'ai mis les 4 premiers en gras parce qu'aujourd'hui, on va s'attarder finalement à ces 4 éléments-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est sûr qu'il faut rédiger notre politique salariale. Donc, une fois qu'on a une structure finalement salariale qui est souvent dans un fichier Excel, qui est très chiffré, donc il faut expliquer finalement notre politique salariale à nos employés par écrit. Puis ça, par la suite, on peut mettre ça dans notre guide de l'employé. Ensuite, évaluation de nos postes face à la structure. Donc, une fois qu'on met notre structure salariale en place, on a déjà nos salaires dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on a des ajustements à faire? Donc, c'est sûr qu'il faut se poser la question, positionner nos employés dans notre structure pour s'assurer qu'on n'a pas d'écart à adresser. Ensuite, moi, je vous suggère fortement là, de communiquer la nouvelle politique à l'équipe de gestion en premier. Votre équipe de gestion, c'est des gens qui peuvent vous aider dans la gestion du changement, dans la communication, tout ça. Puis souvent, c'est des gens qui ont à administrer la politique salariale. Dans certaines entreprises, c'est eux qui vont accorder les augmentations. Dans d'autres entreprises, c'est l'équipe des ressources humaines. Donc, savoir, vous, comment vous voulez fonctionner. Mais c'est sûr que l'équipe de gestion, c'est un partenaire dans l'application de cette politique-là. Donc, c'est des gens qui doivent comprendre très, très bien là, votre vision par rapport à ça, la structure, parce que c'est eux qui vont l'expliquer aux gens. Fait que moi, je vous suggère toujours, là, avant de faire une communication globale à l'ensemble de l'entreprise, de faire une première présentation à l'équipe de gestion pour qu'ils puissent tester les outils, s'assurer que ça répond bien aux besoins. Puis après ça, on communique tout ça, donc à l'ensemble des employés. Je vous dirais que cette communication-là, je vous suggère encore une fois de la faire lors d'une rencontre employée. C'est pas quelque chose là qu'on fait en envoyant un courriel, étant donné qu'il y a de l'information sensible qu'on veut communiquer. Puis veut pas les salaires, c'est quand même très, très important pour les gens. Il y a souvent des questions. Les gens peuvent être récalcitrants par rapport à ces nouvelles politiques-là. Donc, c'est super important là, de le présenter puis d'expliquer ça à nos gens. Donc, ensuite, on fait l'implantation et on fait les ajustements nécessaires s'il y a lieu. Donc, nos stratégies de rémunération. Donc, pourquoi vous voulez mettre une politique salariale en place là, dans votre entreprise? Donc, il y a plusieurs questions finalement à se poser. Souvent, on dit, bon, moi, j'ai des problèmes d'attraction, j'ai de la difficulté là, à recruter. Ça, vous allez le voir souvent là, quand vous faites les entrevues téléphoniques, les entrevues en personne. Donc, vous vous rendez compte que finalement, les gens, ils n'acceptent pas souvent vos offres d'emploi ou vous avez de la difficulté à vous positionner, à aller chercher des stagiaires quand ils sortent de l'école. Donc, souvent, c'est une des premières raisons pourquoi on veut faire notre politique salariale. Puis, c'est sûr que c'est une stratégie qu'on doit penser. Donc, comment on veut être attractif par rapport au marché, là, par rapport à nos salaires. C'est sûr que c'est aussi côté rétention. Donc, si on a beaucoup d'employés qui quittent, dès qu'on fait nos entrevues de départ, on se rend compte que les gens, ils quittent parce qu'ils ont 5 000 de plus ailleurs, ils ont 10 000 de plus. Ouf, là, faut penser à se repositionner par rapport à ça. Donc, souvent, c'est des éléments qui vont nous faire réaliser qu'on doit mettre une structure en place ou qu'on doit la revoir. Parce qu'une fois qu'on l'a mis en place, il faut la revoir annuellement ou maximum aux 3 ans là, pour s'assurer qu'on est toujours compétitif. Donc, ensuite, le deuxième point, se positionner face au marché, à nos compétiteurs. Donc, c'est sûr que le marché de l'emploi, tout le monde le sait, c'est très, très féroce là, de nos jours. Donc, il y a beaucoup de compétition avec les pénuries de main-d'œuvre. Des fois, on est en compétition, oui, par rapport à nos compétiteurs immédiats, mais des fois, ça va même plus loin. Donc, des fois, il y a d'autres types d'emplois que les gens peuvent occuper, qui peuvent aller là, finalement dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est super important de se positionner, oui, face à nos compétiteurs immédiats, mais aussi face au marché. Donc, où est-ce qu'on veut se situer par rapport à ça?
Souvent, on dit, quand on va regarder les études salariales, on peut se positionner soit être dans la moyenne du marché. Si on est à la remorque, donc en dessous de la moyenne, ben c'est sûr que ça se peut qu'on ait des difficultés là, au niveau de l'attraction, la rétention. Puis ensuite, on peut se dire, bon, ben nous, comme entreprise, on veut donner un petit peu plus que la moyenne ou on veut donner des salaires étoilés finalement à tous nos gens, être dans le 75e pourcentile de nos salaires là, en fonction du marché et des compétiteurs. Puis, c'est sûr que dans une entreprise, on a plusieurs postes différents. Donc, on peut avoir des gens en administration, des gens à la paie, à la comptabilité, des gens en informatique. Donc, tout dépendant le marché aussi, le secteur d'activité, des fois, on pourrait décider que, par exemple, en informatique, il y a une plus grosse pénurie, les salaires, on n'a pas le choix de suivre le marché. Donc, pour ce type d'emploi-là, on va donner des salaires là, ou une échelle salariale finalement plus avantageuse pour ces gens-là. Donc, il faut se poser des questions finalement par rapport à notre marché, à nos postes et à nos compétiteurs. Ensuite, c'est quoi notre stratégie? Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à notre rémunération de nos gens? Est-ce qu'on veut axer sur, donc justement, garder les gens longtemps dans notre entreprise, faire un cheminement de carrière avec eux? Donc, est-ce qu'on veut axer sur les promotions? Donc, de dire, bon, ben là, tu deviens chef d'équipe, ensuite, tu as la possibilité de devenir directeur. Donc, si c'est ça, il faut qu'on ait une structure qui nous permette de donner des promotions et des augmentations en lien avec ça. Ensuite, les hauts potentiels. Donc, les gens qui arrivent dans l'entreprise, qui sortent de l'école, donc, par exemple, je reviens encore en informatique, les gens qui sortent en informatique comme ingénieurs, mais souvent, c'est des gens qui sortent avec un bon salaire en sortant de l'université. Mais en 5, en 10 ans, ben, leur salaire, des fois, peut quasiment doubler. Donc, comment on fait pour garantir là, des salaires qui vont cheminer très, très rapidement pour nos hauts potentiels? Donc, ça, il y a d'autres stratégies à adapter. Et nos gens performants. Donc, est-ce qu'on veut reconnaître, nous, dans notre entreprise, les gens qui performent davantage ou on a finalement une rémunération en fonction de l'ancienneté? Donc, ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Ensuite, quelles sont nos composantes de la rémunération globale? Donc, qu'est-ce qu'on veut adresser par rapport à ça? Puis, notre budget annuel, donc quel est notre coût annuel de notre masse salariale? Donc, je ne sais pas si vous savez, c'est quoi votre masse salariale dans votre entreprise. Souvent, on regarde ça là, avec notre contrôleur financier, puis on se rend compte que la masse salariale, ça occupe une très, très grosse partie de notre budget. Puis, en fonction de ça, ce serait quoi notre budget annuel qu'on veut allouer finalement? Donc, notre stratégie de politique salariale, donc on doit penser à tous ces éléments-là avant de se lancer pour vraiment là, faire une politique qui réponde à nos enjeux d'affaires, à nos enjeux d'entreprise, qui répond à notre marché finalement et à nos employés. Mon budget, je voulais vous en parler davantage. Donc, c'est sûr que c'est super important, les budgets d'augmentation salariale. Comme je viens de le mentionner, là, ça occupe une grande place dans notre budget annuel. Donc, en 2019, les chiffres sont déjà sortis. Donc, selon l'Ordre des CRHA, il y a 2,7 % d'augmentation en moyenne qui va être accordée au Québec. Ça, c'est un chiffre vraiment global. Si vous voulez aller voir le plus en détail par rapport à votre secteur d'activité, les catégories d'emploi que vous avez dans votre entreprise, que ce soit un directeur, que ce soit quelqu'un qui est manœuvre, vous pouvez aller voir ces détails-là. Le nombre d'employés aussi. Donc, c'est sûr que une entreprise de 20 employés ou une PME de 250 n'aura pas le même budget finalement pour ses employés. Puis, il y a toujours aussi en fonction du chiffre d'affaires. C'est sûr que si vous avez un chiffre d'affaires de 1 million et si vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions pour 25 employés, bien, veut pas, vous n'aurez pas les mêmes budgets. Donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer, ça va pouvoir vous aiguiller, en fait, bien, qu'est-ce que la moyenne des gens offre cette année ou pour 2019, finalement, au niveau des augmentations.
Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant aussi ou important, je dirais, d'inclure, donc c'est d'inclure l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. J'ai mis une petite statistique là, donc de 2011 à 2016, donc l'indice des prix à la consommation moyen, finalement, a augmenté de 1,4 % par année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous augmentez pas vos gens de 1,4 %, mais ils se retrouvent perdants finalement pour tous les biens de consommation qu'ils peuvent acheter. Donc, c'est sûr que moi, je suggère toujours qu'on donne au minimum l'IPC. C'est sûr qu'on a encore des stratégies à faire par rapport à ça. Quelqu'un là qui est en suivi d'évaluation finalement parce que ça va pas très bien, on est en processus là avec des objectifs d'amélioration parce que c'est quelqu'un qui ne répond pas aux attentes. Ben on peut décider que pour quelqu'un qui répond pas cette année, notre augmentation, ben soit c'est un gel salarial ou soit c'est juste l'IPC. Donc, c'est des petites stratégies aussi qu'on peut user là, pour accorder les augmentations. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le budget de 2,7. C'est sûr que 2,7, c'est la moyenne finalement de qu'est-ce que les gens donnent. Donc, si vous offrez 2,7 dans votre entreprise, ben, c'est la moyenne de toutes les augmentations de votre entreprise. Puis ça inclut les promotions, les hauts performants, les hauts potentiels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous dites à vos gens, ben moi, notre budget cette année, c'est de 2,7 %, mais ça veut dire que la moyenne des gens n'aura pas 2,7 %. La moyenne des gens va peut-être avoir un 2,2 %. Donc, c'est sûr qu'il faut communiquer ces éléments-là donc à nos employés là, pour pas créer des fausses attentes là, si on leur dit que notre budget est de 2,7. C'est sûr que c'est à vous de voir si vous voulez communiquer aussi. Qu'est-ce que vous voulez communiquer par rapport à la rémunération. Il y en a qui sont très, très transparents, d'autres un petit peu moins. Puis les nouvelles tendances dans les entreprises libérées, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous les salaires sont communiqués dans l'entreprise, puis c'est les employés entre eux là, qui choisissent même leur salaire. Donc, je vous dirais que ça, c'est vraiment l'extrême. C'est une nouvelle méthode de gestion d'entreprise, donc les entreprises libérées, mais c'est vraiment pas tout le monde qui est là. Donc, j'aurais un petit sondage pour vous par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu votre budget cette année d'augmentation salariale. Comme ça pourrait nous donner là, une petite idée, là, bien, surtout vous donner, vous, là, une idée pour voir est-ce que vous êtes dans le marché par rapport à ça. Donc, j'ai mis 5 choix. Donc, vous offrez cette année un jet salarial parce que c'est dans votre convention collective, c'est comme ça. Est-ce que c'est entre 0 et 1 %, 1 et 2 %, 2 et 3 % et 3 % et plus? Donc, on a déjà pas mal de réponses. Merci beaucoup à tout le monde. Et je vous partage nos résultats. Donc, comme on peut voir ici, ben, ça se rapproche là, beaucoup finalement là, de notre statistique qu'on avait qui est de 2,7. Donc, on voit que la moyenne des gens, donc 46 % des gens, c'est entre 2 et 3 %. On a quand même un 43 % des gens que c'est entre 1 et 2 %. C'est pas étonnant, je vous dirais, comme je vous ai dit, la masse salariale, c'est tellement un budget important dans une entreprise que c'est pas rare que je vois ça, là, que c'est entre 1 et 2 % aussi. 3 % et plus, donc c'est super, ceux qui peuvent se permettre d'offrir ça. Des fois aussi, on voit que pour certaines années, des fois, on n'a pas le choix quand on met une nouvelle politique en place. On n'a pas le choix finalement de donner plus d'augmentation étant donné qu'on a des ajustements, étant donné qu'on a plusieurs nominations dans l'année. Donc, des fois, on doit s'adapter. Donc, c'est normal pour une entreprise là, que le budget là, fluctue d'une année à une autre. Donc, merci à tous pour votre partage. Ensuite, l'évaluation du marché. Donc ça, c'est un gros volet, encore une fois. Donc, comment on fait pour se positionner par rapport au marché? Donc là, je vous ai donné là, plein de petites idées par rapport à ça. Tout d'abord, avec Emploi Québec, donc c'est sûr qu'il y a l'information sur le marché de l'emploi, donc le IMT, où est-ce que vous pouvez avoir des données par rapport à vos postes. C'est sûr que c'est de l'information qui n'est pas très précise, donc souvent vous allez avoir là, le salaire minimum, le salaire maximum et le salaire médian ou moyen par rapport à votre poste d'emploi.
Donc ça, c'est un premier indicateur que vous pouvez suivre. Ensuite, il y a les comités sectoriels de main-d'œuvre. Donc, au Québec, il y a environ une trentaine de comités sectoriels de main-d'œuvre. Donc, que vous soyez là, en informatique, dans une compagnie de services, donc il y a toujours ces comités-là qui sont là pour vous soutenir, les employeurs, finalement, pour vous donner de l'information par rapport, justement, au marché, pour vous soutenir dans les formations, pour vous soutenir, finalement, là, que ce soit dans les différentes politiques en ressources humaines. Donc, je vous invite à consulter l'information de votre comité sectoriel de main-d'œuvre. Ils sont là pour vous soutenir là, en tant qu'employeur. Puis souvent, ils vont faire des études salariales aussi. Les études professionnelles, donc par exemple CRHA, donc il y a une étude à tous les années par rapport au salaire des conseillers en ressources humaines. Il y a l'étude aussi des ingénieurs du Québec qui est gratuite sur leur site. Donc, c'est des études que vous pouvez aller chercher par rapport à tous les professionnels. Ensuite, on a des études spécialisées. Par exemple, il y a Mercer qui va faire une grosse étude annuelle avec tous les postes, que ce soit le technicien en administration, comptabilité, donc tous les postes de base finalement dans une entreprise. Donc, eux vont faire une grosse étude québécoise et canadienne par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez décider avec une firme là, externe, là, donc comme nous, finalement, de faire une étude de marché ciblée ou un benchmark, finalement. Donc, nous, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller regarder les salaires de vos compétiteurs. On va aller chercher cette information-là pour vous dire, bon, ben vous, dans votre industrie à Québec, voici là où est-ce que vous vous situez par rapport à vos salaires. Ensuite, il y a des sites tels Glassdoor, Payscale, LinkedIn Salary. Donc, c'est trois, et il y en a d'autres. Donc, c'est trois exemples finalement de sites où est-ce que les employés peuvent donner, partager finalement leur salaire. Glassdoor, par exemple, c'est les employés qui vont évaluer aussi votre entreprise. Donc, si vous n'êtes jamais allé, ça peut être intéressant de voir si vous avez des évaluations par rapport à votre entreprise là, de la part de vos employés. Puis, c'est sûr que c'est une information, une autre source d'information où est-ce que vous pouvez avoir de l'information par rapport au salaire. Le dernier point qu'on oublie, mais qui est tellement, tellement riche pour vous, donc c'est l'information que vous avez lors des recrutements. Pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment magique. Donc, de suivre un petit peu, ben, d'année en année, quand vous recrutez des postes, souvent les postes que vous recrutez le plus, donc, de voir un petit peu, ben, c'est quoi les tendances du marché? Est-ce que les gens demandent toujours plus? Est-ce que c'est similaire? Puis vous allez me dire, bon, ben là, les gens, souvent, ils veulent avoir un gros salaire, ils vont demander plus. Mais si vous prenez le temps, finalement, de recueillir ces données-là, ces informations-là, vous allez voir que ça se tient quand même. Oui, il y en a qui vont s'essayer, mais vous allez être capable de les reconnaître, ces gens-là. Donc, moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est de suivre finalement là, les salaires que les gens demandent. Vous pouvez vous bâtir un petit fichier Excel pour voir, bon, ben OK, j'ai recruté tel poste, tel mois, voici les salaires demandés. Donc, c'est vraiment là une source très, très riche d'informations. Puis, vous pouvez aussi suivre pourquoi les gens n'ont pas accepté l'emploi chez vous finalement. Est-ce que c'est par rapport aux tâches? Est-ce que c'est par rapport à l'adéquation à l'entreprise? Est-ce que c'est par rapport à la rémunération? Donc, ça va vous donner une information, là, plusieurs informations très, très pertinentes là, pour vous positionner là, finalement par rapport au marché. L'équité interne, donc on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, c'est sûr que l'équité interne, mais ça part de nos profils de poste. Donc, l'équité interne, c'est pas les gens entre eux qu'on veut évaluer. C'est vraiment le profil de poste. Donc, qu'est-ce que notre profil de technicienne ou technicien comptable demande là, dans l'entreprise? Comme on a parlé, donc l'évaluation selon les 4 critères de l'équité salariale. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on regroupe nos gens par classe d'emploi. Donc, une fois que notre évaluation est faite, là, ça va nous donner des chiffres. Puis, en fonction de ça, ben, on va regrouper nos différents postes ensemble qui vont faire une classe d'emploi. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, ça ressemble à quoi? Justement, on y est. Donc, je vous ai mis un exemple finalement d'une classe d'emploi par rapport à une politique salariale. Donc, c'est un exemple que j'aime bien. Donc, comme on voit ici, on a notre classe d'emploi A. Donc, dans notre classe d'emploi,
on a regroupé notre poste A, B, C. Donc, en fait, c'est des postes qui, avec l'équité salariale, donc notre troisième colonne, donc avec l'équité salariale et les 4 critères, donc c'est des postes qui ont été similaires dans leur pointage. Donc, par exemple, notre classe A, ça peut être de pointage 400 à 450. Après ça, notre classe B, donc le pointage final de 451 à 500. Donc, on peut regrouper finalement nos différents postes dans des classes. Puis ça nous évite d'avoir une politique salariale là, avec, par exemple, j'ai déjà vu ça, là, une entreprise de 40 employés. Finalement, l'entreprise avait 25 postes, donc il y avait 25 échelons. Donc, c'était vraiment là, très, très lourd. Donc, on veut essayer de regrouper tout ça donc pour alléger notre structure salariale. Donc, les postes, on va les regrouper, oui, en fonction du pointage de l'équité salariale, mais aussi en fonction du marché. Donc, c'est sûr que si on a un poste qui est en très, très grande rareté en ce moment, mais c'est sûr que même si le pointage est similaire, peut-être qu'on ne pourra pas le mettre dans la même classe, étant donné que ce ne sera pas là, les mêmes balises salariales. Ensuite, moi, je vous suggère là, de faire 3 niveaux finalement à votre classe salariale. Donc, on peut appeler ça le niveau en apprentissage, en maîtrise et en excellence. Donc, ces 3 niveaux-là, finalement, c'est quoi? Donc, c'est pour dire que quelqu'un, finalement, qui sort de l'école les premières années, donc c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Donc, cette personne-là va être dans notre premier niveau d'échelle salariale. Donc, dans cet exemple-ci, on a mis entre 12 et 16 dollars. Puis, on a mis un salaire cible. Le salaire cible, finalement, c'est notre salaire médian qu'on est allé chercher sur le marché. Fait que finalement, quelqu'un qui est en apprentissage dans ces postes-là, la moyenne du marché est de 14 de l'heure. Donc, en fait, on peut dire que si on embauche un junior, un stagiaire qui sort d'école, ben, il va être à 12. Puis quand il va être un bon junior, si je peux dire, bon, ben, il va être à 14. Ensuite, notre deuxième niveau, finalement, c'est quelqu'un qui est en maîtrise. Donc, quelqu'un qui est en maîtrise, c'est quelqu'un qui est très, très à l'aise dans son poste, qui performe, qui répond aux attentes du poste. Donc, ça, c'est quelqu'un qui maîtrise son poste. Donc, le salaire, encore une fois, cible dans cette classe-là. Donc, c'est notre salaire médian dans le marché. Donc, dans le marché, une technicienne en administration, par exemple, ça voudrait dire que ça vaut 18 dollars de l'heure, la moyenne du marché. Fait que finalement, quelqu'un qui fait très bien son travail, qui est là depuis longtemps dans l'entreprise, ça se peut qu'elle soit à 18. Je vous dis tout de suite, c'est pas le salaire d'une technicienne administrative nécessairement, c'est juste un exemple comme ça. Ensuite, le troisième niveau, donc quelqu'un qui est en excellence, quelqu'un qui performe, quelqu'un qui dépasse les attentes, quelqu'un qui amène son département, quelqu'un qui amène l'entreprise plus loin, qui va penser des nouvelles choses. Tout ça, c'est vraiment quelqu'un là, wow, là, qui est en excellence, qui se dépasse. Mais on peut faire une troisième classe pour ces gens-là. Où est-ce qu'on va, encore une fois, là, rémunérer là, par rapport à ça. Ici, j'ai mis vraiment salaire minimum, salaire maximum. Moi, j'aime mieux qu'on puisse se garder une petite latitude là, pour déterminer nos salaires. Parce que souvent, quand vous allez faire votre politique salariale, vous allez avoir déjà des gens dans l'entreprise à ce niveau-là. Puis, si vous aviez des salaires là, pertinents pour eux, ben ça va se retrouver entre 12 et 16 dollars. Donc, en fait, ça va pouvoir vous permettre de respecter votre équité interne que vous avez déjà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mieux faire des plages comme ça, ou est-ce que non, on n'a pas un salaire échelon 1 à 12 et 51, par exemple, mais qu'on a vraiment une plage salariale parce qu'en fonction de la rareté de main-d'œuvre, en fonction de votre budget, en fonction de vos postes à l'interne, vous allez pouvoir dire, bon, ben là, mes 3 juniors que j'ai en ce moment, il y en a un qui est à 12,50, l'autre à 13, l'autre à 14,50. Puis là, la nouvelle personne que j'embauche, ben, et côté compétences, côté expérience, elle est entre ma personne numéro 1 et ma personne numéro 2. Donc là, je vais avoir la latitude et la souplesse de pouvoir la positionner où est-ce que je veux dans mon échelle, dans ma grille salariale. Donc, c'est pour ça, finalement, que dans cet exemple-ci, j'ai vraiment mis salaire minimum, salaire maximum pour qu'on puisse avoir quand même nos limitations avec notre salaire cible. Donc, si on a un employé qui répond à 100% aux attentes.
Donc ça, c'est un exemple finalement d'une classe pour une politique salariale. Il y a vraiment plusieurs façons là, de voir les choses, mais je voulais vous montrer celle-ci parce que je trouve qu'elle est très, très pertinente. Puis, le dernier point aussi, niveau selon le rendement. Donc, souvent, avec ce fonctionnement-là, bien, on peut aussi donner finalement une augmentation par rapport à notre évaluation. Donc, est-ce que notre personne a performé cette année? Oui, non. Ben, si c'est ça, ben, on peut donner un plus gros salaire ou un plus petit salaire ou une plus grosse augmentation finalement. Rémunération à la carte. Avec les nouvelles générations, vous allez voir, les gens sont très exigeants, ils veulent tout avoir. Moi, un truc que j'ai trouvé avec ces gens-là, ben, c'est de leur dire, regarde, moi, je te donne ça comme augmentation cette année, j'ai un 2,5% pour toi. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec cette augmentation-là. Est-ce que tu veux la mettre directement sur ton salaire? Est-ce que tu veux avoir plus de vacances cette année? Est-ce que tu veux avoir plus de REER? Est-ce que tu veux que je te rembourse plus d'activités sportives? Est-ce que tu veux que je te rembourse ton ordre professionnel? Que je t'alloue plus de formation? Donc, des fois, c'est de faire réaliser aux gens qu'on a un budget X qui est limité. Donc, on ne peut pas tout leur donner. On leur offre déjà là, certains avantages comme ça, mais si on veut plus, ben, c'est à eux à décider où est-ce qu'ils veulent mettre leur argent. Est-ce qu'ils veulent avoir plus d'argent dans leur poche ou plus d'argent finalement pour d'autres activités ou d'autres éléments là, qu'ils peuvent juger importants à leurs yeux. Donc, c'est un petit truc aussi que j'ai trouvé là, qui peut être intéressant là, à aborder finalement dans votre structure de rémunération. Puis aussi, ça peut on a vu tantôt, il y avait des limitations, finalement, une classe maximale. Donc, par exemple, notre classe maximale pour quelqu'un qui est en maîtrise se termine à 20 de l'heure. Ben, quelqu'un qui a déjà son 20 de l'heure, ben, il a atteint le maximum salarial. Donc, on peut lui dire cette année, ben, regarde, moi, je t'aurais donné 2,5% de plus sur ton salaire annuel. Malheureusement, tu as déjà plafonné dans ton échelle salariale. Donc, avec ton 2,5%, voici qu'est-ce que je peux t'offrir. Donc, ça va vous permettre là, de respecter votre grille salariale qui est en place, tout en donnant finalement une rétribution monétaire là, à votre employé. Donc, c'est plein de petites stratégies là, qu'on peut user là, pour tout ce qui est par rapport là, au budget. Calendrier de la rémunération. Oups, excusez-moi. Donc, je voulais vous en parler rapidement pour voir un petit peu ben, comment on met ça en place. Tantôt, je vous avais parlé au niveau des stratégies, mais finalement, il faut prévoir nos augmentations. Donc, moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire par rapport à votre année financière? Donc, quand est-ce qu'elle se termine? Est-ce que c'est au 31 mai? Donc, au 31 mai, votre année financière se termine. On peut voir finalement avec la rentabilité de notre entreprise, est-ce qu'on a un budget supplémentaire qu'on peut allouer pour les augmentations. Donc, vous pouvez regarder pour négocier ça finalement avec vos dirigeants, de voir, bon, mais est-ce qu'on peut allouer un budget plus élevé. Vous pouvez aussi préparer votre budget en fonction de votre réalité. J'ai mis ça parce que souvent, d'une année à une autre, on sait qui sont nos hauts potentiels. On sait quel poste on va ouvrir dans l'entreprise. On sait qui va passer de chef d'équipe finalement à directeur. Donc, vous êtes capable finalement de budgéter à l'avance votre budget salarial en fonction des étapes finalement de vos employés là, dans leur carrière chez vous. Donc, moi, je vous suggère, c'est ça, oui, d'attendre la fin d'année pour pouvoir voir finalement là, quel budget on peut dégager. Mais vous pouvez aussi déjà travailler d'avance pour être en mesure de mieux négocier une belle augmentation là, pour vos employés. Ensuite, c'est sûr que qu'est-ce qui est bien, c'est d'évaluer nos employés aussi. Moi, je mets la période d'évaluation et de rencontre d'augmentation, je le mets vraiment en 2 temps. Des fois, il y en a qui vont me dire, bon, ben moi, je veux le mettre au même moment, étant donné que mon gestionnaire le rencontre, on fait ça ensemble, tout ça. C'est correct, mais moi, je trouve pas que c'est optimal. Parce que quand on fait une rencontre d'évaluation avec un employé, on veut focuser sur son rendement, on veut focuser sur un échange, sur une rencontre de qualité. Si on sait qu'on va parler de salaire, notre employé ne sera pas présent à 100% avec nous sur le feedback de l'année, sur la rétroaction, sur les nouveaux objectifs. Donc, je vous suggère vraiment de faire la rencontre d'évaluation avec vos employés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va
on va compiler tous les résultats finalement de nos employés d'évaluation. Puis c'est comme ça qu'on va être en mesure d'entrer dans notre budget finalement. Parce que si on laisse la pleine latitude à nos gestionnaires, bon, ben oui, je te donne un budget de temps cette année, puis que là, finalement, ben lui, il n'arrive pas beaucoup dans son budget parce qu'il y a trop d'employés performants, mais ça se peut qu'il y ait un autre directeur d'une autre direction qui puisse lui donner un petit peu de son budget, tout ça. Donc, si vous faites vos évaluations, puis qu'après ça, on fait un récapitulatif de tous nos employés avec leur rendement, mais c'est comme ça qu'on va être en mesure là, d'entrer dans notre budget, s'assurer qu'on a des évaluations qui sont équitables et que on puisse par la suite là, présenter ça là, à nos employés. Puis moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire aussi? Donc, c'est à toutes les années de faire une rencontre pour expliquer à vos gens c'est quoi la rémunération, comme un petit peu qu'est-ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est quoi la rémunération globale? Si vous avez une nouvelle politique que vous voulez mettre en place ou que vous voulez la mettre à jour, prenez une grosse heure avec vos employés, leur expliquer c'est quoi. Puis ensuite, on remet les augmentations. Donc, vous allez voir que quand les gens vont comprendre, ils vont avoir une autre vision finalement là, de leur salaire et de leur augmentation. Donc, ça se termine pas mal là, sur mes petits trucs et astuces de la journée. Je vous dirais que nous, chez Sage Ressources humaines, mais on peut vous accompagner là, à tous les niveaux, que ce soit en partie ou en totalité par rapport à ça. Donc, que ce soit par rapport à votre stratégie de politique salariale, la réalisation de votre structure, de votre politique, par rapport à l'équité salariale, que ce soit pour l'interne, pardon, ou pour le gouvernement, les obligations légales, que ce soit pour la réalisation d'études. On n'a pas parlé aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de temps malheureusement, mais tout ce qui est par rapport à la politique de bonification. Donc, est-ce que vous voulez mettre une forme de bonification là, au rendement pour vos employés? Sinon, la réalisation de la structure d'évaluation aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais c'est super important qu'il y ait une certaine cohérence avec votre structure d'évaluation. Puis, si vous avez besoin d'aide aussi pour la mise en place dans votre entreprise. Puis, des fois, de faire affaire avec quelqu'un de l'externe, ça peut amener une certaine crédibilité aussi au niveau des chiffres, là, parce que quand ça vient de l'interne, des fois, les gens peuvent se dire, bon, ben, c'est sûr que c'est nos collègues à l'interne qui ont fait ça, donc ça peut être pertinent pour vous aussi de faire affaire avec l'externe, le côté crédibilité là, des données. Je voulais revenir aussi sur les nouveaux groupes de co-développement, donc avec Sage Ressources humaines. Donc, c'est une approche très, très intéressante, personnalisée, où est-ce que vous pouvez finalement rencontrer des gens comme vous qui ont les mêmes réalités dans vos entreprises. Une rencontre qui a lieu finalement une fois par mois, où est-ce que là, vous amenez vos problématiques. Ensemble, on résout les problématiques. Puis qu'est-ce qui est super intéressant dans cette approche-là, c'est que les gens ont mis les éléments en place dans leur entreprise. Donc, vous allez repartir avec des trucs et astuces qui sont applicables concrètement tout de suite dans votre entreprise. Donc, des fois, on va en formation puis on se dit, ouais, c'est bien beau, mais c'est de la théorie ou c'est un petit peu loin de ma réalité. Tandis que les groupes d'échange comme ça, ben, ça vous permet vraiment d'aller chercher la réalité des gens. Puis ça vous permet aussi d'avoir, tantôt on a parlé beaucoup du marché, mais d'avoir un pouls sur le marché. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait de pertinent dans l'entreprise que vous pouvez ramener dans la vôtre? Donc, les groupes de co-développement, là, c'est vraiment là, un très, très bon apport. Puis souvent, ben, c'est pour briser l'isolement. Quand on est tout seul dans notre entreprise, on se dit, oh mon Dieu, j'ai tellement de trucs qui m'arrivent, tout ça, j'arrive pas. Mais vous allez vous rendre compte que dans toutes les entreprises, tout le monde a la même réalité, puis tout le monde a déjà vécu votre problématique à un autre niveau ou dans une autre année financière. Donc, quand on réalise qu'on est ensemble, puis qu'on se partage nos trucs et astuces, mais ça peut être très, très aidant finalement dans votre pratique ou dans vos pratiques finalement ressources humaines. On est rendu à la période de questions. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont des questions, des commentaires. Donc, n'hésitez pas de les écrire. Donc, je vais les regarder. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez là, apprécié, que ça vous a aidé, aiguillé finalement pour mettre votre politique en place. Puis, n'hésitez pas de nous appeler là, Maxime ou moi au numéro de téléphone là, qu'on voit juste ici. Ah non, je l'avais mis juste ici.
Donc, le 1-877-622-8550. Donc, si jamais vous avez des questions personnalisées par rapport à la présentation d'aujourd'hui, n'hésitez pas, ça va nous faire un plaisir là, de vous aider par rapport à ça. Donc, je suis à l'écoute pour vos questions. Donc, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vais fermer mon micro, mais je vous reviens d'ici midi si j'ai des questions là, que je vois à l'écran. Donc, merci à tous et passez une très belle journée. Donc, nous avons quelques questions. Donc oui, il va être possible. La première par rapport au webinaire, vous allez pouvoir le voir là, sur la chaîne YouTube de Sage RH. Donc oui, il va être déposé là, cette semaine là, en ligne. Donc vous allez pouvoir aller revoir la présentation. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens là, qui étaient arrivés en retard. Vous allez pouvoir y accéder et la revoir. Sinon, j'ai une autre question ici. Donc, nous avons déjà une politique en ressources humaines. Est-ce préférable d'y intégrer la politique salariale? C'est sûr que oui, si vous avez déjà là, votre guide de l'employé, des façons de faire en ressources humaines, oui, vous pouvez intégrer directement là, votre politique salariale une fois qu'elle aura été rédigée. Et oui, vous allez pouvoir l'inclure là, à vos politiques déjà en place. Je réponds bien à la question.